Bonjour Cédric. Salut Cédric. Alors bon, on est rendu en automne en ce moment et les feuilles commencent à tomber, les couleurs changent. Oui, effectivement, c'est le signe que l'automne arrive. Ça veut aussi dire que l'hiver arrive aussi dans Oh quelques là temps. là là Ce là. n'est pas très optimiste comme Ouais. comme vision, mais bon, c'est les conditions dans lesquelles on vit et on fait avec. En parlant de changement de couleur, de changement de climat, bon, aujourd'hui on va parler d'un changement de régime, ou plutôt d'une révolution qui se passe en ce moment à Madagascar. Mhm. La révolution enfin pas la révolution, mais le mouvement Gen Z Madagascar qui vient de réussir, Oui. à Mhm. renverser le président, Mhm. et mettre en place un nouveau dirigeant qui est le colonel Michael Randrianirina. Oui. Et on va aujourd'hui principalement revenir sur ces 3 semaines de lutte qui ont débuté Mhm. le 25 septembre, Ouais. qui a duré à peu près 20 jours et qui, en 20 jours, en 20 jours, beaucoup de choses s'est passé et Oui. Beaucoup de on va choses. décortiquer tout ça avec Cédric. Alors Ok. Cédric, qu'est-ce que tu penses de ce mouvement, du mouvement de la Gen Z? De manière générale, tu veux dire? Ouais. Oui, enfin, si c'est de manière générale, en tout cas, je pense que c'est un mouvement qui tôt ou tard devait se passer parce que effectivement, bon, c'est Madagascar. En dehors du fait que ce soit un pays qui était en voie de développement et qui était parmi les plus pauvres du monde, se caractérisait par le régime qui y était, à savoir ce régime du président Radziwiłł qui était très 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 impopulaire et Mhm. qui s'est caractérisé par le fait que c'était un régime qui avait en quelque sorte privé la population Mhm. malgache de certaines choses qui étaient primordiales, qui étaient tout simplement le minimum, comme Mhm. l'eau, l'électricité. Ce genre de choses, c'est la base de la dignité humaine, c'est la base d'une civilisation. Et ce régime a réussi à presque le priver complètement la population Mhm. malgache de ce genre de choses. Et ce qui a fait que pendant ces 7 ans, on va dire, bon, sans compter la période où il était président de la transition, pendant ces 7 ans où il était au pouvoir, il y a un ressentiment, c'est à peu près accumulé pendant Mhm. 7 années. Et ça a fini par exploser. Et qui d'autre que pour faire exploser ça que la jeune génération, la génération Z. Mhm. Et comme on l'a dit en off avant de parler là tout de suite, c'est une génération jeune, c'est une génération hyper connectée, c'est une génération qui a en quelque sorte accès au savoir et accès aux Mhm. informations, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les malgaches en passant, mais Mhm. c'est une génération qui a préféré prendre l'action, on va Oui. dire. Et je pense que quelque part, c'est une bonne chose que ce mouvement ait pu avoir les conséquences qui ont suivi là tout de suite, que l'on va aborder après, à savoir la destitution du président. Mais c'est une bonne chose pour moi, mais je reste quand même assez nuancé au Mhm. niveau du mouvement. C'est juste que c'est personnellement, je suis assez méfiant des gens avec des tendances révolutionnaires. C'est Mhm. quelque chose sur lesquels je suis assez méfiant de manière générale, mais malgré tout, je pense que c'est une bonne chose que les choses avancent et que c'est même notre génération qui ait pu faire avancer les choses, qui ait pu faire Mhm. bouger les rouages Mhm. d'une éventuelle meilleure gouvernance de Madagascar. Mhm. Euh, bon, on va continuer à parler de la génération Z. Mhm. Bon, on va pas se mentir, c'est un mouvement inspiré du Népal. Oui, Enfin, dans d'autres pays, oui, Népal, l'Indonésie. On a repris bien sûr, oui. le Jolly Roger de One Piece, le Jolly Mhm. Roger de l'équipage au chapeau de paille. On l'a Ouais. remplacé par un Satchko Petsleo, Oui, un petit chapeau. très bonne idée en passant. Ouais. Et je me demande qui est-ce qui a eu l'idée, Oui. la merveilleuse idée de Mhm. faire ça. Si Ouais. jamais vous le connaissez, n'hésitez pas à nous le dire. Uh-huh. Qui a repris les codes, qui a repris les codes qu'on a pu retrouver dans d'autres pays. Mhm. Et en utilisant le symbole de One Piece, c'est une génération qui se dresse contre la corruption. Enfin, Mhm. je veux dire, contre les dragons célestes, comme dans One Oui. Piece. Et ici, Oui. vous l'aurez compris, les dragons célestes,
c'est eux ceux qui dominent l'économie, ceux qui contrôlent le pouvoir, à peu près tout. Et ma prochaine question va dans ce sens. Est-ce que, d'après toi, suite à ce mouvement-là, est-ce qu'on a pu vraiment renverser l'ordre? Est-ce qu'on a pu vraiment dégager les dragons célestes en soi? Est-ce qu'on a vraiment pu libérer Madagascar? Ou est-ce que c'est juste une révolution de façade? Ou est-ce que dans 5, 10 ou 15 ans, on va se retrouver dans la rue pour dire « Ah, on a manqué notre révolution de 2025 et là... on s'est fait berner et là, on va à nouveau devoir descendre dans la rue. » Ok. Enfin, je pense que ça sera pour la génération alpha. Ok. Mais est-ce que tu as cette impression-là qu'on s'est fait berner et que les dragons célestes, ils sont toujours là et qu'ils contrôlent toujours tout? Alors, par rapport à ça, je pense que je vais peut-être donner un point de vue un peu plus nuancé par rapport à ça, dans la mesure où, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est quand même une très bonne chose que ce mouvement ait pu prendre les actions nécessaires pour renverser le pouvoir en place. Mais la nuance se place surtout sur le fait que le pouvoir en place a été libéré, on va dire. Les dragons célestes on les a fait partir. Mais le plus gros problème au niveau de Madagascar, c'est surtout que c'est un problème systémique, dans la mesure où c'est pas le pouvoir qui est la vraie source du problème, on va dire. C'est carrément le système qui ne marche pas, dans la mesure où c'est un système qui est là depuis, on va dire même le début de l'indépendance de Madagascar. Je pense que tout ce qui est corruption, tout ce qui est magouille administrative, tout ce qui est coopération entre les oligarques et le gouvernement, c'est un problème systémique. Et un système ne se défait pas en 20 jours. Ça nécessite énormément de temps pour pouvoir renouveler un système. Ce qui fait que ce qui pourrait faire la force du mouvement, ça ne sera pas forcément le fait qu'il soit explosif, qu'il ait fait provoquer des conséquences immédiates, mais ça sera surtout la discipline, je pense, la discipline que la génération Z ainsi que tous les autres participants du mouvement, la discipline qui doit être déployée pour pouvoir faire continuer et perpétuer les idéologies ainsi que tout ce qui est action concrète au niveau du mouvement. Et cette discipline, c'est le fait d'être constant, d'être en permanence vigilant par rapport à tout ce qui se passe, qui permettra de renouveler le système. Et il y avait quelque chose d'intéressant aussi. On va nommer des noms aussi, mais je vois notamment quelqu'un qui veut renouveler le système, comme il le dit. C'est Lazare Zafiarson. Oui, c'est assez intéressant ce qu'il propose, dans la mesure où il a compris que c'est le système qui marche pas. C'est vraiment, c'est pas le pouvoir, c'est pas les dirigeants, c'est le système. Du coup, son idéologie politique à lui serait de faire table rase un peu de tout ce qui se passe au niveau du système malgache et d'instaurer quelque chose de nouveau, ce que je trouve intéressant. Mais on verra ce que ça pourrait donner si ça devait être appliqué concrètement. Fait que c'est ça, je pense. On est déjà sorti de la chambre, mais on n'est pas sorti de l'auberge. C'est ce que je dirais. Ça, en fait. Ouais. Ok. Alors, tu l'as très bien dit. C'est pas les dragons célestes qu'il faut dégager, mais il faut aussi dégager le système qui a été instauré par les dragons célestes, en fait. Et parlant de ça, en fait, je me suis souvenu, en fait, que la Gen Z, c'est un mouvement qui n'avait pas de leader. Et alors, j'ai décidé de creuser un peu, en fait, sur qui sont derrière. Et là, pas ma plus grande surprise, mais j'ai été assez surpris. Il y a pas mal d'entités, pas mal de jeunes, dont je ne citerai pas les noms, mais qui sont issus d'un courant de pensée qu'on assimile souvent au gauchisme. C'est-à-dire que parmi eux, il y a des léninistes, il y a des communistes, il y a des... Enfin, tu vois quoi. Il y a la gauche derrière, ça, on va pas se le mentir. Et j'étais assez surpris quand j'ai vu ça. Il y a la gauche derrière.
Et parmi ces personnes de gauche-là, il y a des personnes qui, comme je l'ai dit, ce sont des communistes. Ouais. Et là, ma prochaine question, c'est, d'après toi, est-ce que le mouvement Gen Z, si on le met sur un spectre politique, est-ce que c'est un mouvement qui est de la gauche radicale ou tu te dis que c'est juste un mouvement apolitique? Ce n'est pas un mouvement apolitique, non, c'est fait. Effectivement, tu as raison, je te rejoins dans la mesure où c'est vraiment un mouvement qui est très orienté de gauche, dans la mesure où c'est, ne serait-ce que par l'idéologie que le mouvement Gen Z Madagascar propage, que ce soit tout ce qui est recherche de justice, tout ce qui est recherche d'équité, tout ce qui est recherche de tout ce qui est le fait de combattre le système. Tout ça, c'est des idéologies un peu très 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 orientées vers la gauche, vers ne serait-ce que par l'aspect un peu révolutionnaire ou le fait de combattre les oligarques, combattre le gouvernement et tout ça. Et qu'effectivement, c'est un mouvement qui s'apparente sur l'échiquier politique à une idéologie de gauche. Effectivement, tu as raison là-dessus. Et ma prochaine question, alors, c'est que la gauche à Madagascar, la gauche à Madagascar a connu de belles années dans les années 72, enfin pendant la Deuxième République, qui, je rappelle, était une république communiste et socialiste, principalement. Exactement. Et ma question, c'est que, est-ce que là, en ce moment, est-ce qu'on assiste à comment dire ça, pas un renouvellement, mais une renaissance de la gauche malgache avec ce mouvement de la Gen Z? Oui, effectivement, c'est un constat que tu as probablement vu et que moi-même j'ai pu voir parce que étant donné que c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une génération qui est très très connectée et très orientée vers tout ce qui est cause égalitaire, cause de justice, pro-Palestine même, etc. C'est de base en fait à Madagascar chez les jeunes l'idéologie on va dire de gauche avait déjà pas mal de succès chez notre génération, la génération Z, surtout chez nous qui ont pu avoir accès à Internet et puis tout. Et c'est quelque chose que je constate également dans mon entourage parce que beaucoup des amis, des proches que je connais tendent vers une idéologie gauchiste, vers une idéologie comme on l'a cité tout à l'heure. Et c'est probablement et la génération Z, je pense que la génération Z Madagascar, je pense que c'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase gauchiste dans la mesure où c'est un mouvement qui a réussi à changer des choses au niveau de Madagascar et c'est aussi un mouvement qui veut propager son idéologie. Et c'est ce qui fait que, quelque part, en ayant réussi ses actions, son idéologie pourrait probablement se propager un peu plus chez les jeunes et ça pourrait éventuellement déboucher sur un renouvellement de la gauche malgache, c'est vrai. Et quelque part, je pense que je vais pas dire que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais c'est une chose qui c'est une chose indéniable, on va dire. Il y aura probablement une montée de la jeune gauche malgache quelque part dans le paysage politique. Personnellement, moi, si ça n'en tenait qu'à moi, je ne suis pas une personne de gauche, mais bon, je vais pas dire que c'est une bonne chose, une mauvaise chose, je vais juste dire que c'est une chose indéniable. Maintenant, nous allons entrer dans tout ce qui est revendications et feuilles de route de sortie de crise proposées par la génération Z, en fait. Parce que il faut croire que ils se sont beaucoup organisés sur Discord. Ouais. Toutes les instructions pendant les manifestations se sont faites sur Discord. Et même après la destitution du président et la prise de pouvoir par les militaires du CAPSAT, on s'est beaucoup organisé sur Discord pour la suite, en fait. Et par exemple, ils ont fait des listes, des listes sur qui ne peut pas être PM,
ou ou des listes des priorités des choses à faire. Il y a des discussions sur comment est-ce qu'on va conduire la feuille de route, etc. Et parmi les revendications, ce sont des revendications assez basiques. Il y a la transparence absolue, la justice et l'équité, la responsabilité collective, le respect des institutions envers le peuple, l'éducation. Il y a aussi des valeurs traditionnelles comme le fiavan, le fraisakin, en fait. Et ma prochaine question, c'est, d'après toi, compte tenu de la situation actuelle et des agendas qu'on s'est donnés, c'est à peu près 2 ans de transition, à peu près. Oui, effectivement. Est-ce que ça va? Est-ce que les principes de base énoncés par la génération Z seront suffisants pour changer le système, ou ça seront juste des slogans un peu vides qui va juste servir à calmer les esprits et à se donner une bonne image, mais qui au fil du temps n'aboutira à rien de concret, d'après toi? Oui. Alors, juste avant d'exposer mon idée par rapport à ça, effectivement, moi aussi, je voulais entrer dans le Discord de la Gen Z, mais j'ai pas pu. À un moment donné, ils ont fermé le groupe. Fait que moi, j'étais aussi curieux. Je voulais aussi rejoindre le Discord par curiosité pour voir comment le mouvement se passait. Mais en 2 ans, si c'est tout ce que, si on devait se donner 2 ans pour exécuter la feuille de route que la Gen Z a pu énoncer, a pu publier, celle dont tu as parlé. Je pense que c'est irréaliste, 2 ans. Je pense que c'est bien trop peu, 2 ans, si c'est pour réaliser toutes les revendications. Et aussi, je pense que ça devrait aller sur bien plus. On devrait aller sur un horizon bien plus grand. Mais étant juste pour comparaison, par exemple, il y avait l'ancien président Razon Armapian qui était au pouvoir de 2013 à 2017. 18 ouais. 2013 à 2018. Lui, dans le programme qu'il voulait faire, il se projetait jusqu'en 2030. Et le mec, il avait publié ça lorsqu'on était en 2016-2017, je pense. Ce qui fait que déjà là, lorsqu'il s'agit de tout ce qui est modification structurelle du système, faut y aller très loin. Faut penser très loin. Faut pas forcément penser sur le court moyen terme, mais il faut vraiment penser à comment ça serait dans beaucoup d'années après. Et je pense que ça pourrait vraiment aider le mouvement Gen Z d'établir certes, il y a une feuille de route là tout de suite. Je sais pas en tout cas comment ils sont au niveau du groupe, mais je pense que s'ils devaient concocter un plan, ça serait un plan sur le véritable long terme, parce que une révolution systémique, une modification systémique, comme on l'a dit tout à l'heure, ça prend énormément d'années. Et il faut beaucoup de patience pour pouvoir déployer tout ça. Du coup, là tout de suite, en tout cas, c'est ce que je pense que pourrait faire la Gen Z, ça serait de rameuter plus d'alliés avec plus de pouvoir. Parce que là, c'est un mouvement plus idéologique que c'est un mouvement qui est un peu plus... Certes, il a réussi quelque part, il a contribué au départ de Ange Razouel, mais ça reste que c'est encore un mouvement plus idéologique que purement politique, on va dire. Parce que je ne sais pas qui sont ralliés du côté de la Gen Z en tout cas, mais aussi ça serait plus stratégique de la part du mouvement de rameuter des personnes de pouvoir, vraiment des personnes influentes, qui pourraient peser dans la balance pour tout ce qui est négociation avec le gouvernement actuel, parce que c'est ce qui serait important. Ce n'est pas la Gen Z qui est au pouvoir, c'est les militaires en ce moment. Et si la Gen Z veut accomplir ses revendications, il faudrait que le mouvement ait un pouvoir de négociation par rapport à ça. Et c'est ce que la génération Z devrait construire, je pense. Je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. Oui, je suis complètement d'accord avec ça, parce que
Là, on va pas on dit que c'est pas un directoire militaire, mais c'est quand même un militaire qui est à la tête du pays, le colonel Michael Randineri, qui, il y a à peu près 1 an, je pense, a tenté un coup d'État. Ça a été documenté. Il a tenté un coup d'État avant les élections de 2000. C'était il y a 1 an à peu près, je pense. Il y a 1 an, il y a 2 ans à peu près. Oh, j'ai oublié qu'on est en 2025. Oui, ça avance pas mal. Il a tenté un coup d'État avant les élections en 2023 en fait. Et ça a été avorté. Il s'est fait attraper. Il a été emprisonné à Tsefa. Ouais. Et là, il revient en force. Et que lui, je pense qu'il l'a déjà préparé. Ce coup d'État là, c'était déjà en préparation depuis longtemps. Il a fallu juste que un soulèvement populaire puisse légitimer l'intervention de l'armée, en fait. Ça, c'est une chose. Et ma réflexion va dans ce sens. Maintenant que les militaires ont le pouvoir, il faudra bien des balises pour que ça ne devienne pas une junte militaire, ça ne devienne pas une dictature militaire. Oui. Il faut des balises. Pour ça, là, la GNZ peut jouer un rôle. C'est-à-dire mais concrètement, je ne sais pas encore comment, mais là, la GNZ doit jouer son rôle, en fait, de balise pour comment dire ça, pour contrôler tout ce que les militaires feront, pour s'assurer que le gouvernement travaille dans le sens des revendications qui se sont faites dans la rue. Et ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'organisation et beaucoup d'expertise aussi. Parce que, comment dire, tu vois, pour moi, c'est une chose de descendre dans la rue et de dire on veut ça. Oui. On veut la démission du président, on veut que l'électricité soit rétablie, on veut moins de corruption, etc. Mais maintenant, dans la pratique, comment est-ce que ça va se faire ? Ça, c'est une vraie question. Comment est-ce que ça va se faire ? Oui. Il y a plusieurs moyens. Il peut y avoir plusieurs moyens de le faire, mais ça sera très, très difficile. Pourquoi ? Parce que, par exemple, les finances publiques. Auditer les finances publiques, c'est quelque chose de très complexe. Ça demande beaucoup de personnes avec beaucoup d'expertise. On va juste prendre un ministère, par exemple. Auditer les comptes d'un ministère sur une année, c'est combien de pages ? C'est combien de pages de documents ? C'est combien de documents différents ? C'est combien de personnes à questionner ? C'est combien de travaux d'audit à faire ? Et c'est ça, en fait, le problème. Pour pouvoir contrôler, comment dire ça, atteindre la fameuse transparence accrue au niveau des finances publiques, par exemple, il faut beaucoup de personnes avec beaucoup d'expertise en tout ce qui est audit et comptabilité publique. Et je ne sais pas si la Gen Z pourra ramener suffisamment de monde prêt à travailler sur ça de manière bénévole. Je dirais pas bénévole, mais les audits publics, ça coûte cher quand même, ça prend du temps. Ça, c'est une chose. Est-ce que la Gen Z aura les moyens techniques et personnels et financiers pour pouvoir prétendre contrôler le pouvoir, le gouvernement qui va se mettre en place ? Ça, c'est une chose. Deuxièmement, au niveau de la légitimité, en fait. J'ai lu sur LinkedIn, je crois que c'est une sociologue malgache qui l'a dit, comme quoi il y a des risques, comme quoi le débat soit monopolisé par la Gen Z, le débat public soit monopolisé par la Gen Z et que ça éclipse certains combats. Qu'est-ce que je m'explique ? Ils ont fait un coup d'éclat en arrivant à pousser Ange Radzuel à la sortie. Là, ils ont eu l'appui des militaires, ils ont eu un certain appui du grand public, tout le monde, toutes les générations les soutiennent. Oh là là, les jeunes se sont levés, etc. Mais que là, maintenant, les porte-paroles du Gen Z, enfin, tout ce qui constitue la tête pensante, ils vont plus ou moins, je ne dirais pas dicter, mais ils vont plus ou moins mettre en avant les agendas qui leur tiennent à cœur. Et que c'est maintenant eux qui sont en charge. Enfin, pas en charge, mais ils ont là une voix un peu plus pesante que la plupart des autres politiciens. Ils pourront dire, ça, ce sont nos priorités, etc. Et ça va être au centre du débat politique. Là, quelque part, je me dis, il y a un risque. Comme quoi, la génération Z monopolise l'espace et le débat public et que ça éclipse certains combats. Et que là, il faut faire très, très attention. Parce que oui, c'est une chose de revendiquer au nom du peuple, mais il ne faut pas oublier le peuple derrière. C'est ça, en fait. C'est une chose très importante.
Et là, comme on l'a dit tantôt, ça se voit que c'est un mouvement de gauche. Derrière, il y a des communistes, il y a des féministes, il y a toute la gauche radicale malgache derrière ce mouvement. Ça, on ne va pas se mentir. Et que là, il faudra aussi, je dirais, une certaine balise dans la revendication de la Gen Z, parce qu'on ne peut pas on peut pas être d'accord tout le temps. Oui. Il faudra, je pense, filtrer les idées qui vont être revendiquées. Oui. Quant à l'exécution maintenant, l'exécution de la feuille de route. Bon, j'ai un peu lu leur feuille de route et je me dis, il y a de la matière, comme quoi où des audits seront publiés, il y aura une pacte national pour mettre en place de nouvelles structures de l'État, etc. Il y aura un nouveau référendum pour repenser la Constitution, etc. Ok. Mais je suis assez dubitatif sur comment est-ce que ça va se faire. On va aller dans les Fouktan, on va aller dans les régions, tu vois. Oui. Faire de la démocratie directe. Je suis assez dubitatif sur comment ça va se faire, parce que 30 millions de Malgaches, il y a combien de Fouktan, il y a combien de communes, ça prendra combien de temps pour avoir l'avis de tout le monde, pour pouvoir créer une constitution qui convienne à la majorité des Malgaches. Chose qui, selon moi, n'est pas possible en 2 ans. Fait que non. Là, je suis assez dubitatif sur les 2 ans et sur la faisabilité de cette approche-là. Et aussi, je suis tombé sur un autre courant politique derrière le mouvement. Les fédéralistes. Les mouvements fédéralistes qui viennent d'autre part, de partout, qui viennent... Ceux qui veulent faire comme la Suisse. Oui. J'ai été assez surpris aussi, parce que, pas vraiment surpris, mais apparemment, il y a aussi les fédéralistes derrière. Il y a aussi des fédéralistes qui soutiennent à court terme le mouvement. Et les fédéralistes, ils prennent un fédéralisme total, c'est-à-dire la répartition en 6 États de Madagascar, ou 23 États, peu importe, comme quoi on ne peut plus donner trop de pouvoir à une personne, et que maintenant il faut les répartir un peu partout. De la décentralisation. Décentralisation du pouvoir, mais là on est sur du fédéralisme, c'est-à-dire qu'il y aura plus ou moins un gouverneur pour chaque province ou chaque région. Le gouverneur travaillera comme un petit président dans son État ou dans sa province, etc., etc. Là, je me suis dit, ça peut-être, c'est un peu plus... peut-être ça, c'est un peu plus abordable que la démocratie directe. Qu'est-ce que toi, t'en penses? Effectivement, si je devais faire un choix vite fait entre les deux, le mouvement le plus réaliste, l'approche la plus réaliste qui pourrait être faite, ça serait le fédéralisme si je devais choisir entre les deux. Parce qu'une démocratie directe dans le cadre de Madagascar, je trouve que sur le papier, c'est vraiment bien. Dans la pratique, c'est presque impossible de le faire. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a tellement de Fouktan, il y a tellement de circonscriptions administratives à Madagascar que le fait de demander une démocratie directe, de demander l'avis de chacun, tout ça, c'est presque pas faisable du tout. Madagascar ne dispose pas des moyens pour pouvoir récolter les avis de tout le monde. Ça, faut se le dire, on n'a ni les moyens techniques, ni les personnes, ni la technologie pour pouvoir faire en sorte de réaliser ça dans les temps en plus. Ce qui fait que une démocratie directe, je reste très dubitatif par rapport à ça. Le fédéralisme, par contre, c'est une option intéressante. Le fait de diviser Madagascar en plusieurs États qui sont un peu indépendants au niveau de leur gouvernance et mais qui a en quelque sorte un gouvernement central malgré tout. Mais je penserais plus pour le fédéralisme dans la mesure où c'est peut-être un peu plus culturellement, que ce soit sur l'aspect sociologique, culturel ou peut-être même économique, le fédéralisme, ça pourrait être une solution abordable compte tenu de la diversité culturelle et sociale de Madagascar, étant donné toutes les ethnies, toutes les langues et puis tout. On pourrait dire que
on peut faire un petit parallèle avec ce qui se passe notamment dans des États fédéraux comme la Suisse, comme le Canada, Canada, oui. les États-Unis même. Mais étant donné que Madagascar n'a pas forcément le même contexte que ces trois pays-là, bon, le fédéralisme, c'est plus tentant que la démocratie directe en tout cas. C'est un peu plus réaliste c'est un peu plus réaliste sur l'aspect politique, social et culturel. Ça pourrait être un meilleur fit. Mais j'ai entendu aussi, bon, c'est une idée qui a tourné dans mon entourage aussi quelque part, mais je ne sais pas si j'irai pas jusqu'à la dictature, mais peut-être, je sais pas, qu'est-ce que t'en penserais d'un régime autoritaire à Madagascar quelque part, pas une dictature, hein. On va pas aller jusque là, mais un régime autoritaire dans la mesure où c'est un État, on va dire, juste pour prendre un exemple, comme ce qui se passe au Rwanda. Le Rwanda, lui, c'est un des pays qui a probablement une des meilleures croissances en Afrique en ce moment, et c'est un régime autoritaire. Fait que je sais pas ce que t'en penses de ce genre de choses. Régime autoritaire, on en a déjà vu, mais bon. Souvent, le Malgache, il est autoritaire, mais pas pour les bonnes raisons. En fait. Oui. Bon, l'ancien régime, il était autoritaire. Oui, il était autoritaire, mais pas pour les bonnes raisons. Et pas pour les bons contextes aussi. En fait. Autoritaire, je suis assez sceptique sur le fait que ça pourrait aboutir à un régime autoritaire. Bon, on va dire que c'est pas un dictateur, c'est un régime... C'est un président élu par le peuple, mais qui va être intransigeant sur les questions de finances publiques, etc., qui va dicter quoi faire, etc. Mais je suis assez dubitatif sur cela parce que je pense que c'est en profond désaccord avec la culture malgache, le fait d'être purement autoritaire. C'est vrai. Vu que, à la base, la société malgache est basée sur les liens sociaux que tu te fais entre personnes et l'entraide aussi. Exactement. Avec le fait de mettre quelqu'un en taureau et qui va te dicter quoi faire, qui va prétendre à mieux savoir que toi sur qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est en profond désaccord avec la culture malgache et le système malgache. Et je pense pas que ça pourrait aboutir à quoi que ce soit. Un régime autoritaire, il se fera juste à renverser par une autre. Encore une fois. Par un autre soulèvement, en fait. Fait que, régime autoritaire, je pense pas. Mais comme tu l'as dit, là, ce qu'on voit là, c'est vraiment un remontée aussi du fédéralisme. Que le fédéralisme risque d'avoir beaucoup. On risque d'entendre beaucoup de fédéralisme dans les prochaines semaines. Ouais. Et qu'il faut peut-être vraiment remettre ça sur la table, le fédéralisme. Le fédéralisme entre les provinces ou les régions. Parce que, comme tu l'as dit, culturellement parlant, il y a des archétypes fédérateurs. On a des choses en commun et tout. Et il y a aussi des choses qui fait qu'on soit différent. Qu'on soit constitué de 18 ethnies, enfin de 19 ethnies, si on compte certaines ethnies. Et que je pense que le fédéralisme, ça pourrait marcher. Et que là, on pourrait vraiment parler de changement de système en soi. Parce que là, on va passer d'un État unitaire à un État fédéraliste. Et à ce moment-là, chacun va être plus ou moins, chaque région va être plus ou moins responsable de son développement, parce qu'il y aura le gouvernement fédéral et il y aura le gouvernement provincial ou régional, je ne sais pas. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de super président, parce que moi je trouve que ça c'est un vrai problème. Tu vois, le mythe du super président, le fait que on confie à un gars tous nos problèmes et tout notre avenir. On se dit, lui, il sera en charge de notre santé, de qu'est-ce que je vais manger demain, de ça sera comment les études de mes enfants, de qu'est-ce qui est bien ou pas. Tu vois, confier tout ça à une seule personne. Et tu as ce genre de problème, en fait. Et comme tu l'as dit, c'est ça, en fait, le problème. C'est le problème de l'homme providentiel. Oui, le syndrome du Messie. Le syndrome du Messie. Tu confies à un mec qui a un peu de pouvoir, un peu de ça. Il se dit que c'est le Messie, il va résoudre tout. Mais très vite, il se rend compte qu'il est très limité en termes de capacité. Et après, il y a aussi les dérives. Quand on confie autant de pouvoir à quelqu'un,
c'est rare que la personne a suffisamment de sagesse pour se dire Oui, que... on reste des humains après tout. Hein. Ouais, c'est ça, en À un fait. certain seuil du pouvoir, le cerveau il commence à ne plus réfléchir. C'est ça, en fait. Fait que moi, je suis contre le mythe du super président. Oui. Que moi, je suis vraiment pour une décentralisation de... Mhm. Moi, j'opterais même pour une suppression du titre de président de la République. Mhm. Et pourquoi pas peut-être une alternative au fédéralisme, c'est d'aller vers une constitution Mhm. parlementaire Ouais. où on vote des députés qui votent le Premier ministre. Mhm. Et le Premier ministre est mis en place. Ouais. Au lieu de voter pour une Très seule intéressant. personne. Au lieu Mhm. de voter pour une seule personne qui va nommer tout le monde après. En fait. Ouais. Et que, moi, j'opterais plus, à part pour le fédéralisme, c'est pour une constitution parlementaire Mhm. axée sur la démocratie indirecte, principalement. On vote des députés ou des sénateurs, et ce sont les sénateurs et les députés qui Mhm. votent quelqu'un qu'ils jugent compétent pour diriger le pays. Mhm. Un peu à l'image du Canada. Oui, C'est ça, en je fait. comprends. Oui. J'opterais plus pour ça parce que là, on commence à voir les limites du régime présidentiel, en fait. Mhm. Enfin, du régime semi-présidentiel, parce que le président, quand il se lance dans les élections, il a un budget phénoménal, il dépense 200 millions de dollars en 15 jours, enfin en un mois, pour convaincre les électeurs qui, eux, vivent sous le seuil de la pauvreté. Quelque part, c'est pas vraiment de l'idée que moi je me fais de la démocratie. C'est pas ça la démocratie. C'est pas parce que tu as acheté des voix et que tu te fais élire de cette façon que c'est de la démocratie. Non. Et que c'est ça en fait. C'est ça en fait moi. C'est ça en fait mes préoccupations. C'est vraiment l'idée de la démocratie qu'il faut qu'on puisse revoir en fait. Il faudrait peut-être aussi limiter le budget alloué aux candidats que les Oui. candidats peuvent dépenser pendant les élections parce que Mhm. tu vois 200 millions de dollars Oui, juste pour ça. pour une C'est élection. phénoménal. Ce C'est qu'ils font. phénoménal en fait. Et c'est monstrueux. Et que derrière, il y a tout un. Le mec, il est redevable envers les personnes qui ont donné les 200 Oui, millions. les finances. Et que ça ouvre c'est la porte ouverte à toutes les formes de corruption et de Mhm. trafic d'influence. Ouais. Fait que, pour moi, ça serait ça. Si on n'est pas encore prêt pour le fédéralisme, ça serait une démocratie parlementaire avec des votes de députation Mhm. et où les grands électeurs voteront pour un Premier ministre Mhm. qui va gouverner le pays, Oui. avec des pouvoirs très limités, des contrôles assez, comment dire, avec des garde-à-fous assez intenses pour Ouais. éviter les dérives. Mhm, exactement. J'aurais une question aussi par rapport à ça. Je voudrais avoir ton avis là-dessus. On a souvent parlé de la montée de la gauche à Madagascar. Bon, à Madagascar, dans le paysage politique moderne, il n'y avait pas forcément de mouvement politique de gauche-droite qui dominait ou quoi que ce soit. C'était plus... En fait, il y avait, mettons par exemple, Rajoelina, lui, il n'avait pas un courant politique défini. Mais si éventuellement la gauche recommençait à avoir le pouvoir à Madagascar, qu'est-ce que t'en penserais? Est-ce que, selon toi, à Madagascar, est-ce que ça serait de la gauche dont Madagascar aurait besoin? Est-ce que Madagascar a besoin de la gauche? Comme je l'ai dit, moi aussi, j'ai certaines réserves sur... bon, je suis un peu de gauche, mais pas trop. Ouais. Je suis d'accord avec certaines idées de gauche, mais pas toutes. Et que, est-ce que Madagascar a besoin de la gauche? Je te dirais que non, pas vraiment. Il ne faut pas aller sur du copier-coller sur le spectre politique. On va juste apprendre... on va se positionner sur la gauche ou la droite, parce que moi, je suis plus centriste, tu vois. Moi, je pense qu'on peut prendre un peu des deux mondes et faire un meilleur monde, en fait. Et que, parce que la gauche radicale en soi a déjà eu ses heures de gloire, avec 1972, 75 et la Deuxième République qui était socialiste, je le répète. On a vu des mouvements comme les mouvements du MFM ou du AKFM qui avaient beaucoup d'adhérents, qui prônaient vraiment pour un communisme assez absolu, tu vois. Et ça, on a déjà vu les limites. On a déjà vu les limites du gauche radical pendant la Deuxième République. Ouais. Et là, on aura tendance à se dire la gauche, ça marche pas. Le communisme, ça marche pas. Bon, la gauche, c'est pas égal. La communisme, certes, mais on l'a déjà vu pendant la Deuxième République. Oui.
on a vu que on avait des gauchistes à la tête de l'État. Ça, c'était parti un peu en cacahuète. On a vu des nationalisations, on a vu de la censure, on a vu pas mal de choses. Et ça n'a pas marché. On l'a vu de nos propres yeux. On l'a vu grâce à nos parents. Les parents, quand nos parents nous racontent, c'était comment. C'était pas si joyeux que ça. Et que la gauche a eu ses heures de gloire. Et on a vu ses limites aussi. Et que bon, la gauche, peut-être, mais avec des changements un peu plus nuancés, tu vois. Une gauche un peu plus centrée sur tout ce qui est, politique citoyenne et démocratie citoyenne, plus qu'une gauche axée vers le communisme. Parce que je pense que la gauche axée vers le communisme, ça a fait flop. Ça a fait un flop mental. À part le cas de la Chine, qui est encore très discutable, mais non, je ne pense pas qu'un gouvernement de gauche ou un président de gauche soit la solution au mot de Madagascar. Et en même temps, je viens d'apprendre qu'il vient de nommer un nouveau Premier ministre qui s'appelle Ertsalam Aradzonar-Vir. Ertsalam Aradzonar-Vir, ça ne me dit rien. C'est qui ? C'est le chairman de BNI Madagascar. Qu'est-ce que tu en penses ? Le chairman de BNI Madagascar. Un chairman de BNI. Est-ce que c'est le ou un chairman de BNI ? C'est le chairman de BNI Madagascar. Un chairman. Intéressant. Un chairman. Bon, il a un chairman. Intéressant, ça. C'est quelqu'un issu du secteur privé. Il a fait ses études en France, à Toulouse. Il est issu du monde de l'investissement. Oui. Principalement. Ici, on va voir un peu son profil. Ouais, tu peux aller sur LinkedIn. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça, en fait, le fait de nommer quelqu'un issu du secteur privé, là, principalement, c'est quelqu'un issu du secteur privé, comme Premier ministre. Parce qu'il y a aussi, je tiens à rappeler, pendant la revendication de la Gen Z, c'est qu'on ne met pas des dinosaures politiques. Et que là, c'est quelqu'un issu du secteur privé. Enfin, du milieu bancaire et de l'investissement. Qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien, je pense que, juste en se référant, si je devais prendre les exemples des autres pays qui nomment souvent des gens issus de l'entrepreneuriat ou du secteur privé ou du monde des affaires, généralement, ça peut être une idée intéressante quand même, parce que Juste pour exemple, juste comme exemple, il y a Mark Carney qui est ici au Canada, qui est Premier ministre, qui est aussi issu du secteur privé. Je pense il était aussi fonctionnaire quelque part avant d'être. Mark Carney, il était. Sur sa page Wikipédia, il est économiste, banquier, haut fonctionnaire et homme d'État. Ce qui fait que généralement, si c'est ce genre de personne, pour diriger les aspects concrets, les aspects plus économiques, si tu veux, quelqu'un d'efficace, entre guillemets, nommer une personne issue du secteur privé, je pense que c'est assez souvent une idée intéressante, parce que ce sont des gens qui sont, vu que ce sont des hommes d'affaires, des dirigeants d'entreprise, ce sont des gens qui sont dans le concret, dans le fait d'être efficaces, et appliquer quelque part ce point de vue très affairiste, on va dire, à la politique, ça peut avoir un certain effet, surtout quand il s'agit de certaines situations d'urgence, mettons. Parce que là, il s'agit de déployer rapidement quelque chose pour faire bouger les choses, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan administratif ou quoi que ce soit. Et généralement, on va dire les gens issus du monde des affaires, les CEO, les chairmen, tout ça, ils sont bons là-dessus, sur ce genre de choses, d'être très là tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va déployer un plan. Ce qui fait que on va voir ce que ça donne en tout cas, mais le chairman de la BNI, je trouve ça intéressant comme choix quand même. Et je sais pas, qu'est-ce que t'en penses toi aussi ? Laisse-moi voir un peu. En même temps, je vais checker son profil en plus en détail. Oui, tu peux checker il y a un article sur lui sur l'Express de Madagascar, qui date de mai 2025 sur la situation des PME qui constituent la base de l'impôt. Alors, là, je trouve que c'est un... Comment dire ça ? C'est un
c'est un pas un coup de poker, mais c'est un coup tactique assez intéressant qui Mhm. vient d'être lancé par le colonel, Mhm. colonel Michael. Parce que, comme tu l'as dit, dans ce genre de situation, on cherche quelqu'un de pragmatique. Mhm. Et quoi de mieux qu'un banquier ou Oui. un homme d'affaires Oh, ouais. pour changer la donne, en fait. Et Mhm. que, quelque part, il a fallu aussi trouver un compromis entre pas de dinosaures politiques, Oui. mais avec des personnes suffisamment compétentes et suffisamment légitimes pour calmer tout le monde. Mhm. Bon, je regarde son profil. Bon, c'est un banquier, fait qu'il connaît le milieu principalement. Mhm. Il a tendance à, je suppose qu'il a tendance à jouer avec il a tendance à, comment pas jouer, mais manipuler tout ce qui est réglementation difficile, etc. Oui. Le milieu Mhm. bancaire, c'est un milieu très très réglementé, Mhm. et que je pense que lui, c'est le juste milieu, le moindre mal Mhm. entre les revendications de la Gen Z, les attentes de la société civile Mhm. et les attentes des militaires. Et Oui. que je pense que lui, c'est vraiment le juste Juste au milieu. milieu. Surtout Qui qu'il fait est ça. affilié à, comme tu le dis, à aucun parti C'est politique, quoi que ce oui. soit, ce qui Mhm. est quelque part une bonne chose. C'est personne ne peut l'attaquer sur le plan politique dans la mesure où, ah, c'est encore un team, encore un Mapar, Mhm. encore un IRD, encore un, Mhm. ah, c'est quelqu'un issu du régime Radzon Mapian. Non, non, Ouais, c'est ça. En là, fait. c'est complètement un mec qui vient du secteur privé. Du coup, c'est, sur Mhm. le plan politique, on peut pas l'attaquer. On peut pas Mhm. sans qu'il ait encore fait grand chose, on peut pas directement l'attaquer et Mhm. attaquer sa légitimité en tant que nouveau premier ministre. Mhm. On se rejoint là-dessus, c'est intéressant comme choix. Comme choix. Très C'est, ouais, intéressant même. bon On choix. va suivre ça avec beaucoup d'attention. Et ma prochaine question, en fait, c'est par rapport à... Bon, là, le Premier ministre vient d'être nommé. C'est par rapport à... Comment dire ça? Par rapport à la Gen Z, encore une fois. C'est que... comment dire ça? Sur, tu vois, la maturité du mouvement, ils ont dit qu'ils vont pas... Ils vont pas revendiquer de poste politique. On a vu Mikoul qui a dit ça. Oui, Je suis trop jeune pour assumer des postes politiques, etc. ce qui est vrai. Oui. Mhm. C'est-à-dire que bon, la Gen Z ne va pas revendiquer de poste politique en tant que ministre ou autre poste, vu que c'est même la base du mouvement, c'est d'être contre ça, contre le Mhm. fait de partager des dividendes politiques. Et que ma prochaine question, c'est, d'après toi, est-ce qu'il y a d'autres moyens pour la Gen Z d'être impliquée d'un point de vue politique dans tout ce qui va suivre sans prendre à part au gouvernement? C'est-à-dire que comment est-ce que la Gen Z va, d'après toi, faire pour être dans la chaîne de décision et dans la concertation à chaque fois sans prendre de postes à responsabilité politique, sans dire... sans être à des postes politiques comme ministre ou secrétaire général ou des postes comme ça ou sénateur. Mhm. D'après toi, comment est-ce que la Gen Z pourrait faire? Parce que la Gen Z, disons les choses, n'a aucune légitimité institutionnelle ni Mhm. démocratique. Ouais. C'est un mouvement populaire. Ce n'est pas un mouvement qui a été constitué par des voix électoraux Mhm. comme ça. Et que ça n'a aucune légitimité institutionnelle ou démocratique. La seule légitimité de la Gen Z, elle est politique. Mhm. Elle est tout simplement politique. Fait que, d'après toi, comment est-ce que la Gen Z pourrait participer aux futures concertations pour baliser cette phase de transition? Je pense que pour répondre à ta question, je vais revenir sur ce que j'avais dit un peu plus tôt durant le podcast. Ça serait, étant donné que là, la Gen Z n'a pas de pouvoir politique en tant que tel, Mhm. je pense que la meilleure chose qui serait à faire, ça serait de se constituer. Mhm. J'irais pas jusqu'à dire rejoindre des partis politiques, mais se constituer un pôle d'alliés politiques quand même. Parce que là,
Certes, c'est un mouvement idéologique, c'est un mouvement qui part surtout de revendications, mais si c'est un mouvement qui veut vraiment de l'influence sur le paysage politique, là, il a eu une influence sur le côté social. C'est indéniable. Mais si la Gen Z Madagascar veut vraiment avoir une influence sur le côté politique, il faut se tremper dans la politique, tout simplement. Et comment il pourrait le faire? En se constituant un pool d'alliés, de personnes influentes sur la scène, qui pourraient éventuellement devenir, je dirais pas des porte-paroles, mais qui pourraient devenir des gens avec lesquels la Gen Z Madagascar pourrait avoir des intérêts communs et que le mouvement pourrait en quelque sorte utiliser pour concrétiser certaines choses. Parce que là, c'est une fois que le mouvement là, il a pu avoir des conséquences sociales, il a pu avoir des retombées sociales. Là, c'est vrai que une fois qu'il passe sur d'autres plans, le mouvement il a un peu moins de poids. Mettons par exemple si la Gen Z Madagascar devait établir un dialogue avec le directoire militaire, comment la Gen Z Madagascar pourrait qu'est-ce que la Gen Z Madagascar pourrait mettre sur la balance pour pouvoir négocier avec le colonel, par exemple? La réponse, c'est pas grand-chose. Pas grand-chose, je dirais. Parce que, quelque part, le mouvement a un gros poids idéologique et social, mais sur le poids politique, il n'a pas vraiment grand-chose sur lequel il pourrait influencer. C'est que se faire des alliés, établir des alliances, essayer d'obtenir par exemple des appuis financiers. Bon, c'est vrai que c'est un mouvement de gauche et la gauche elle a un peu horreur de tout ce qui est finance, de tout ce qui est économique, de tout ce qui est chercher de l'argent. Mais malheureusement, les aspects économiques et politiques stratégiques, c'est le nerf de la guerre quand il s'agit de diriger un pays et de pouvoir négocier, de pouvoir faire en sorte que tes revendications soient appliquées. T'as besoin d'argent, t'as besoin d'influence, t'as besoin d'alliés. Et c'est ce que le mouvement pourrait faire. Trouver ces trois choses-là, de l'argent, des alliés. J'ai dit deux choses là, c'est de l'argent et des alliés. Mais bon, on va continuer à parler de la Gen Z. C'est que bon, j'ai vu comment ils se structurent en général. Bon, il n'y a pas vraiment il n'y a pas de leader, on a des porte-paroles. Et une fois, je me suis rendu compte que, bon, comme l'a dit, ce sont des mouvements de gauche. Une fois, ils sont entrés en conflit entre eux. C'est parti dans une guerre sur Instagram et Facebook où une faction du groupe a créé une autre page pour dire que l'autre a été piraté. Ils ont demandé à demander signaler. La page principale a demandé à... Enfin, pour on était tous perdus. On ne savait pas qui était qui. Et apparemment, enfin, je me suis un peu renseigné, c'était un désaccord entre les parties. Tu vois, parce qu'apparemment, il y a eu pas des affrontements, mais des frottements entre les idées et comment est-ce qu'on va s'organiser pour la suite. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un mouvement de gauche, et je le répète encore, c'est un mouvement de gauche. On est d'accord là-dessus. Il y a eu il y a aussi des panafricanistes, il y a des décolonialistes, et des tas de choses comme ça. Fait que il y a des colonialistes, enfin ceux qui sont contre la colonisation. Et parmi eux, il y en a qui sont assez extrêmes dans leurs idées, comme quoi on n'a pas besoin de la France. Et c'est ces personnes-là qui ont plus ou moins provoqué cette distorsion au sein de la Gen Z. Fait que ma prochaine question, c'est, d'après toi, est-ce que la gauche, la malgache, peut trouver les points d'entente et s'unir sous la bannière de la Gen Z, ou, d'après toi, est-ce que les différences d'idées de la gauche vont faire en sorte que ça s'éclate et qu'on va se retrouver avec les féministes d'un côté, les panafricanistes de l'autre, les décolonialistes de l'autre, les léninistes de l'autre côté. Fait que c'est ça ma question. Est-ce que la Gen Z va pouvoir rassembler toute la gauche sous une même bannière, ou est-ce que avec le temps et avec les frottements,
les différences d'idéologie, les différences de point de vue, ça va s'éclater et on va se retrouver avec la même situation qu'avant. S'il y a bien une chose que la Gen Z Madagascar pourrait faire, histoire de fédérer tout le monde sur le même sur la même longueur d'onde, ça serait de prôner des valeurs universelles. Et quoi de mieux que les valeurs malgaches pour ça? Et je comprends parfaitement pourquoi il y aurait des désaccords, il y aurait eu des frictions par rapport à certaines idéologies. Parce que par exemple, une idéologie telle que le panafricanisme, c'est une idéologie qui est certes populaire, mais c'est une idéologie qui ne prône pas forcément des valeurs universelles. Pas forcément tout le monde voudrait être dans le panafricanisme, dans ce genre de choses. Et je comprends également pourquoi il y aurait eu des frictions sur les aspects décolonisateurs, parce que c'est certes quelque part ce mouvement voudrait s'affranchir totalement de la France, mais si on reste quand même, on va dire, réaliste par rapport aux réalités géopolitiques et économiques, la France reste quand même un acteur majeur dans l'économie internationale malgache, ce qui fait que se débarrasser d'elle, faudrait y réfléchir à deux fois. Et c'est ce qui fait que c'est pas forcément tout le monde qui serait d'accord avec ça. Et c'est pour ça que je dis que si la Gen Z veut prôner vraiment des choses, veut vraiment unir tout le monde sur une même bannière, ça serait de se concentrer sur les valeurs universelles malgaches qu'il faudrait faire. Ça passe notamment par le Fiavan, ça passe par le Fresakin, ça passe par ce genre de choses. Et c'est de faire en sorte de déployer les plans concrets, que ce soit sur le plan économique, social, culturel ou n'importe quoi, pour favoriser ces valeurs-là. Peut-être même que coopérer avec certains acteurs internationaux, ne serait-ce que pour en quelque sorte prôner ces valeurs-là, parce que faire passer l'intérêt de Madagascar avant tout, c'est une chose, mais ces intérêts-là, ça passe aussi par les acteurs internationaux. Ce qui fait que on peut unir tout le monde sur une même bannière, sur l'intérêt de Madagascar et tout ce qui est Fiavan, Fresakin, etc. Mais malgré tout, faut rester pragmatique dans comment est-ce que tu veux déployer ce genre de choses. Je dois dire que, bon, c'est un avis personnel, encore une fois, mais être décolonialisateur, complètement se décolonialiser et s'affranchir de tout, de l'Occident et de ce genre de choses. C'est un peu extrême. C'est extrême et c'est pas pragmatique comme approche. Ce qui fait que c'est ce que je dirais. Faut être unis dans des valeurs universelles, mais rester pragmatique. Je pense que c'est ce qui ferait en sorte de ramener le plus de... Tu peux pas ramener tout le monde sous une même bannière. Ça, c'est vrai. Il y aura toujours des gens qui sont pas d'accord avec toi. Mais prenez des choses universelles et être dans le concret, c'est la meilleure approche pour pouvoir convaincre le plus de monde, généralement. Ok. Mais je vais continuer sur cette lancée, en fait. Comme je l'ai dit, il y a il y a eu pas mal de frictions dans les idéologies. Mais un point sur lequel tout le monde était d'accord, c'était sur le rôle de la diaspora. Et que le diaspora doit être un peu plus impliqué dans la politique. Et on a vu des mobilisations à Montréal, à Québec, à Paris, à Toulouse, et un peu partout dans le monde, de la diaspora malgache. C'est que la diaspora... Selon certains chiffres, je sais pas les sources là devant moi, mais ça ramène à peu près entre 400 à 500 millions de dollars par an à Madagascar en termes d'aide, d'aide envers la famille, les transferts d'argent. Et que ma question, c'est que d'après toi, quel rôle aura la diaspora dans le paysage politique de demain? Parce que souvent, on en a déjà parlé avant peut-être du droit de vote de la diaspora. C'est que on devrait peut-être permettre aux Malgaches à l'extérieur de voter, etc. Mais chose qui ne s'est jamais fait.
Et là, on essaie de remettre les cartes sur table et on se dit, eux, ils ont le droit de dire, ils ont leur mot à dire sur ce qui se passe à Madagascar. Mhm. Et que ma question, c'est ça principalement. Quel rôle ou quels seront ou sur quel terrain pourront jouer la diaspora malgache dans le visage politique d'aujourd'hui et de demain. Mhm. Alors la diaspora malgache, ce qu'elle pourrait faire, bon, il faudrait déjà aussi diviser la diaspora malgache en 2-3 parties. Il y a la diaspora malgache qui souhaite revenir à Madagascar et celle qui ne veut pas. Ce que pourrait faire, et généralement on va surtout se pencher sur les gens qui voudraient revenir à Madagascar pour ce qui est des contributions directes. Généralement, ceux qui veulent revenir à Madagascar, c'est une fois que, mettons, ils ont fini leurs études là-bas et que après un certain X nombre d'années, quand ils ont commencé leur carrière là-bas, ils vont revenir à Madagascar pour apporter l'expertise qu'ils ont eue à l'étranger vers le pays. Ça, déjà, c'est une contribution qui pourrait être faite. Mais il y a également, bon, ne serait-ce que pour prendre un exemple concret, Razon Armapian, lui, c'était un membre de la diaspora malgache, puis après il est revenu, il a étudié à l'UQTR, puis je pense qu'il a enseigné à l'INSCAE. Ouais. Ce qui fait que si on est membre de la diaspora malgache, revenir pour apporter son capital non seulement économique, mais aussi son capital intellectuel, c'est toujours quelque chose que la diaspora pourrait faire. Je dirais pas que c'est pas forcément une obligation, comme quoi tout le monde fait ce qu'il veut, hein. On est dans un monde libre, je pense. Et mais en fait, c'est apporter son capital économique une fois qu'on revient au pays, mais aussi son capital intellectuel, son expérience, son expertise. C'est quelque chose que je conseillerais de faire, ne serait-ce que à ta propre échelle. Parce que lorsque tu viens de la diaspora et que tu reviens à Madagascar, tu n'as pas forcément des ambitions politiques ou quoi que ce soit, mais tu peux malgré tout apporter ton changement à ta propre échelle. Et c'est ce que la diaspora peut faire en apportant, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est de l'argent qui vient de l'extérieur, tout ce qui est de l'expertise, tout ce qui est des personnes qui voudraient aller dans l'enseignement pour pouvoir transmettre sa connaissance aux générations futures. Parce que, bon, la Gen Z, là, elle est déjà en train de faire des actions pour ça, mais la Gen Z aussi, elle devrait également penser à comment transmettre ce mouvement vers le futur, parce que nos enfants, eux, c'est peut-être ceux qui perpétueront le mouvement et c'est peut-être eux qui pourront défaire une fois pour toutes le système. Du coup, c'est contribuer par rapport à travers l'enseignement, à travers tout ce qui est économique et tout ça. C'est ce que pourrait faire la diaspora malgache qui voudrait revenir à Madagascar. Maintenant, pour celles et ceux qui veulent pas revenir à Madagascar, ça, c'est un peu plus compliqué. Mais je voudrais savoir ce que t'en penses quand même, si c'est pour cette partie-là, parce que moi, là tout de suite, en tout cas, j'ai pas trop d'idées. Qu'est-ce que t'en penses de ceux qui veulent pas revenir à Madagascar? Comment ils pourraient faire ça? Sur la question de la diaspora en général, ma première idée, ça serait de leur donner le droit de vote. Oui. C'est d'accorder le droit de vote à la diaspora. C'est que moi, par exemple, je suis ici, je peux pas voter si jamais il y a des élections à Madagascar. Donc ça, c'est une chose peut-être à modifier. Donner le droit de vote à la diaspora. Donner leur droit de dire les choses, de choisir aussi le destin de leur pays, parce que même s'ils sont pas là-bas, ça reste à leur pays, et que voilà, et que ce sont des citoyens malgaches, et que ils ont leur droit au vote, et que ça c'est une chose à changer. Concernant sur les personnes qui ne veulent plus revenir à Madagascar, il y a plus rien à dire, ils peuvent, c'est leur droit de
de ne plus revenir et de ne plus faire quoi que ce soit pour Madagascar. Mais je les inciterai quand même à se soucier un peu du destin du pays parce que quelque part, c'est un peu il en va de notre ressort de prendre en main l'avenir du pays. Que même si tu n'es pas là-bas, si tu te dis que tu n'as plus rien à faire là-bas, bah, c'est bien pour toi. Mais si peut-être un jour, tu te dis qu'il y a quelque chose à faire, bah, n'hésite pas à verser un petit dollar, à l'envoyer à Madagascar parce que ça peut changer des choses. Le fait que des personnes quittent le pays, va dans un autre pays, grandit dans un autre pays, étudie dans un autre pays, et puis revient après, ça apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ça peut apporter beaucoup, beaucoup de choses au pays d'origine, en fait. Moi, j'inciterai toujours pour un retour au pays, parce que le pays a besoin de nous, même s'il y en a qui vont dire « Ah, on a rien à faire là-bas, on est mal payé, etc. » Si vous avez les moyens, si votre situation puisse le permettre, n'hésitez pas à revenir au pays. Investissez un peu de votre personne, un peu de votre argent, parce que ça fera le plus grand bien au pays. Voilà à peu près pour moi sur le rôle de la diaspora. Et à part ça, peut-être aussi une implication un peu plus, je dirais, politique de la diaspora. Parce que bon, quand tu ramènes 400 millions de dollars par an, bah, moi je me dis que quelque part, tu as quand même le droit à dire les choses. Oui, voilà. Exactement. Et ma prochaine question, c'est... Ça va surtout se porter sur certaines figures de ce mouvement-là qu'on a vu agir. Parfois, on a vu les députés, on a vu le colonel, on a vu certaines organisations se rallier au mouvement. Mais le 30 septembre, tu vois, j'étais sur Facebook et j'étais tombé sur un live d'un gars qui vient de Mirtiatousk et qui a marché 30 km avec un full sur 2 km. Ils ont marché pendant 6 heures jusqu'à arriver à Mbuzatu. Bon, il n'y avait pas eu beaucoup de barrages, de contraintes. Ils ont traversé les barrages comme si de rien n'était. Le gars en question, il s'appelle Parsou. On le surnomme le surdoué de la politique parce que c'était l'un des plus jeunes maires de Madagascar depuis 2015. Et il est en train d'enchaîner un 3e mandat en tant que maire. Et il a fait presque une marche presque, je dirais prophétique, mais c'était 30 km, c'est quand même exceptionnel. Et là, juste après, tout le monde a commencé à crier au script, comme quoi c'est quelqu'un de Ravatouang et tout, comme quoi on n'a pas besoin d'un autre Radziwill, etc. On n'a pas besoin d'un héros, etc. Et un peu plus tôt, je crois qu'au mois d'août, il avait annoncé qu'il allait se présenter pour les élections de 2028. Donc, ma question, en fait, c'est que penses-tu de ce personnage-là? Il est jeune, il est entreprenant, il est maire, il a, je sais pas, il a beaucoup de charisme, il vient d'enchaîner 3 mandats à Mirtiatousk, il est très très populaire à Mirtiatousk. Mirtiatousk, c'est quand même une commune urbaine, je dirais. Oui, c'est une commune urbaine. Avec près de, entre 100 000 à 200 000 habitants. Il a une base électorale assez conséquente. Donc là, je me dis, que penser de cette personne de Parsou? Moi aussi, je me suis documenté sur le parcours de Parsou, effectivement. Il a été élu maire en 2015 quand il avait 24 ans, je pense. Il était très jeune, il avait à peu près notre âge quand il a été élu maire. Et puis après, comme tu l'as dit, il a enchaîné presque 3 mandats là, avec une popularité presque intacte depuis. Et c'est effectivement une figure politique montante, on va dire, à Madagascar. Je pense que c'est... En plus, il a parfaitement le profil de l'homme politique à succès venant de Madagascar. Parce que, d'abord, il a été maire. La plupart, pas mal de nos dirigeants, notamment Ravalman et Radziwill, étaient notamment maires d'abord, avant de devenir président de la République. Et il part sur de bonnes bases en étant un maire populaire. Ce qui fait que déjà, il coche des bonnes cases pour avoir un parcours politique à succès pour la suite. Mais effectivement,
surtout dans le contexte dans lequel il avait provoqué son mouvement de foule le 30 septembre. On peut être assez dubitatif sur pourquoi en fait il n'y a eu pratiquement aucune intervention lorsque c'est lui qui est intervenu. Est-ce que ça serait un signe que il y a une certaine coopération quelque part? Est-ce que il serait secrètement affilié à un parti politique dont on ne citerait pas le nom. Dont on ne citera pas le nom? Est-ce qu'il est affilié à notre cher homme d'affaires à la pierre bleue? Mais je dois t'avouer que oui, de base en fait je trouvais son parcours intéressant lui-même, mais comment ça s'est passé, sa manifestation lorsqu'il s'est fait, ça m'a laissé un peu perplexe. Dans la mesure où aucune résistance et on l'a juste laissé passer aux alentours d'Analkel et tout ça. Et malgré tout, c'est vrai que j'ai une opinion assez ambiguë du personnage, on va dire, parce que là il a un profil intéressant, mais ce qui s'est passé, ça me rend sceptique. Et en plus, bon, il y avait aussi de la fois où il a pleuré sur le plateau télé parce que comme quoi il a dit que bon, il était affilié à aucun parti politique, que en fait il veut juste le développement de Madagascar et puis tout, et qu'il avait des ambitions d'être président et puis tout. Et que voilà ce que je penserais de lui. Je suis un peu partagé par rapport à lui. Ça a l'air d'être... Il a déjà fait ses preuves en tant que maire, il a de l'ambition politique, ce qui est une bonne et une mauvaise chose en même temps, en fait, avoir de l'ambition politique, parce que, bon, Andrazoui, il avait aussi ça. Et voilà, j'ai un peu une opinion ambiguë par rapport à lui. Je saurais pas dire si c'est... Je n'ai aucune preuve comme quoi il aurait une affiliation politique secrète, mais je suis un peu suspicieux. Malgré son profil. Je sais pas toi qu'est-ce que tu penses de lui, toi, par contre? Bon, nous on ne diffame pas, on n'a aucune preuve, on ne peut rien dire sur c'est quoi son affiliation. Mais moi je l'ai suivi depuis un moment et j'ai été assez comment dire ça, assez pas mitigé, mais au début j'avais le waouh dans les yeux. Oh, il était jeune, il est en train de développer, merci à tous, etc. Puis après, il y avait la vidéo du colonel Patrick qui disait comme quoi comme quoi il était impliqué dans certaines choses. Mais bon, il n'y avait pas de preuves. Moi, je vais lui laisser le doute, les bénéfices du doute, pour être précis. Qu'est-ce que moi je pense de pourquoi est-ce du 30 septembre en général, de la longue marche de 30 km? Je pense que quelque part, c'est ce mouvement-là, le mouvement de la Gen Z, c'était un rendez-vous à ne pas rater pour n'importe quel politicien. C'est-à-dire que pour toute personne qui souhaite se présenter à l'élection de 2028, c'était un must, c'était nécessaire de descendre dans la rue et de se conformer au mouvement de la Gen Z, c'est-à-dire y apporter un peu de soi. Et que peu importe, si j'étais lui, peu importe mon affiliation politique, si moi, Cédric, j'envisage de me présenter à l'élection de 2028 et que moi j'ai une certaine influence dans ma commune ou dans ma région, forcément, les choses veulent que, la logique veut que je ramène autant de monde que possible vers le mouvement. Comme ça, je pourrais dire en 2028, moi aussi, j'ai participé à ce mouvement-là en 2025. J'ai participé au mouvement de la Gen Z en 2025. Comme ça va me servir de capital politique pour les élections futures. Dire qu'on ne pourra pas me blâmer comme quoi j'ai rien fait. Parce que moi, j'ai été un acteur très actif dans le mouvement. Sans moi, vous n'aurez pas pu aller en Bouzatouf. Sans moi, ça aurait été difficile de renverser les forces de l'ordre. Sans moi, vous n'aurez pas pu arriver au 13 mai. Parce que moi, j'avais ramené avec moi beaucoup, beaucoup de monde. Et que moi, je me dis que peu importe son affiliation politique, et peu importe ce qu'il a dit, moi, dans ses actes, moi, je vois
un certain calcul politique. Mhm. C'était Oui. un rendez-vous à ne pas rater Oui. ce mouvement, ces 20 jours-là. C'était un rendez-vous politique à ne pas rater pour tout politicien ou toute personne qui souhaite se lancer dans les élections en 2028. Fait que Ouais. ceux qui ne se sont pas manifestés, ce sont eux les plus grands perdants. Oui. Fait que, indépendamment de son affiliation ou de c'est quoi ses ambitions, pour lui, c'était un must de faire Ah oui. cette marche presque prophétique de Trump. Il l'a fait 2 fois. Oui, en plus, il l'a fait 2 2 fois. 2 fois. Une fois, puis 2 fois. Ouais, Ouais. ouais. Fait Il que a là, je ramené me dis- tellement de monde en plus. Fait que là, je le dis, il a bien fait son coup. Il a très très bien réalisé son coup. Bon, il est un peu entaché, on le diffame un peu en ce moment, mais il a très très bien réussi son coup. Il l'a fait 2 fois. Là, le régime est tombé. Mhm. Et pendant la marche, il a crié dégage Raduel, dégage l'autre personne. Mhm. Bon, je ne citerai pas le nom. Mhm. Tu vois. Oui. Fait que lui, il a très 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 bien réussi son pari. Mhm. Maintenant, il a pu acquérir le capital politique. Oui. Il peut dire qu'il a participé au mouvement. Mhm. Les maires de Merciatus, qu'il pourra continuer à être dans le visage politique pendant les prochaines années. Mhm. Il est disculpé de tout soupçon, jusqu'ici, tout soupçon tu vois, De magouille. de magouille. Mhm. Fait que lui, il a un vrai potentiel pour 2028. Il peut vraiment renverser les choses en Exactement. 2028 Oui. parce que là, il a participé au mouvement. C'est un maire qui a déjà su démontrer comment bien diriger dans une Mhm. commune qui est aujourd'hui l'une des communes les plus, je dirais, qui est en pleine émergence Oui. à Madagascar. Mhm. Moi, je te dis, il a bien réussi son calcul et qu'il est très, 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 très bien placé pour 2028. Bon, Mhm. il a étudié à l'université, dans les universités Oui. publiques, il est Mhm. enseignant là-bas. Il Mhm. connaît la réalité. Oui, il connaît la population également. Je pense Fait que que- c'est quelqu'un qui est connu à Mirciatus comme étant un maire très proche de la population et c'est pour ça qu'il a réussi à rameuter autant de monde aussi. Fait que C'est ouais. lui, il a bien réussi son coup, indépendamment Mhm. de tous les diffamations qu'il y a. Parce que là, il a aussi dit qu'il ne va pas participer à ce gouvernement, je pense. Mhm. Oui. Il ne tient pas à être en tête de ce gouvernement. Mhm. Fait que, en Oui. termes de calcul, il a très très bien réussi son coup. Et Mhm. si jamais Parso nous écoute, chapeau. Je suis Mhm. très admiratif Oui. de ce qu'il a fait. Non, en non, fait. c'est malgré le fait que j'ai pour l'instant, une opinion assez ambiguë de lui, c'est indéniable que le profil qu'il a et son parcours et ses actions, on peut être qu'admiratif là-dessus. Oui. S'il continue sur cette lancée, en tout cas, il a une belle carrière politique devant lui. Ouais. Et il a déjà fait part de ses ambitions pour 2028 et on va voir ce que ça donne en tout cas. Et justement, en parlant de 2028, si on prend peut-être que après les 2 ans, il y aura des élections anticipées, mais on a déjà Parsou qui qui veut se lancer à la course à la présidence. Toi, est-ce que tu as également des prévisions par rapport à qui pourrait se présenter à cette élection? Qui pourrait se présenter à ces élections? Je te dirais que j'ai pas de personne en tête, à part Parsou qui a explicitement signifié ses intentions. Il n'y a personne d'autre qui l'en fait. Mais avec ce changement de régime-là, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs visages qui ont peut-être émergé. Il y a bien sûr les politiciens traditionnels, tu vois, l'actuel président de l'Assemblée nationale, Sitene, et tous les autres. Tous les autres, il y a ces mêmes visages. Mais c'est là que ça devient intéressant, en fait. C'est que on pourrait s'attendre à l'émergence de nouveaux visages en 2028 si jamais il y a des élections. Et là j'essaie un peu de voir du côté de la jeunesse. De la jeunesse. J'ai pas de nom, je peux pas citer de nom, mais je sais qu'il y a des jeunes, quand je dis jeunes, c'est entre 35 à 40 ans, qui ont cette ambition-là, des jeunes principalement issus de la gauche. Des jeunes issus de la gauche qui, je sais, se préparent déjà à l'élection de 2028. En tout cas, essaient de ramener le capital politique nécessaire. Et parmi eux, je sais qu'il y en a qui sont derrière le mouvement de la Gen Z. Fait que je peux pas te dire qui, je peux pas nommer des noms, mais des personnes derrière le mouvement de la Gen Z ont des ambitions assez politiques
et des ambitions présidentielles, je te dirais ça. Je comprends, Et oui. sur ce, je me demande aussi, est-ce que la Gen Z aura un candidat? Est-ce que le Gen Z sera rendu un parti politique? Oui. Question qu'on se pose tous, est-ce que le Gen Z c'est un parti politique? Parce que, bon, on l'a compris, c'est un mouvement pour le moment, avec des porte-paroles, sans vraiment de structure apparente, sans secrétaire général, etc. Mais est-ce que le Gen Z aura un candidat? Je suis assez dubitatif sur ce fait-là, parce que ça prend quoi un bon candidat? Bon, c'est un personnage qu'il faut choisir. Oui. C'est quelqu'un qui a de la charisme, un certain background, un certain track record. Et il n'y a pas vraiment ce personne-là dans le mouvement actuellement. Fait que il n'y a pas de personne qui pourra se prétendre comme candidat de la Gen Z, je pense. Fait que ça dépendra aussi de comment la Gen Z va se structurer au fil du temps. Est-ce que ça sera vraiment un parti politique et est-ce que ça va rester sur cette forme où il n'y a pas de leader? Ou est-ce que au fur et à mesure, il y aura des leaders qui vont émerger, qui vont s'imposer, qui vont peut-être se présenter aux élections possibles, enfin qu'on l'espère, de 2028. Ouais. Oui. Et que maintenant, je pense qu'on se rapproche de la fin, mais ma dernière question, c'est que, bon, c'est une question pas un peu chaud, mais on va aller sur le terrain de la religion. Oui. Il faut croire que Colonel Patrick, c'est le premier président, pas le premier président, mais c'est le premier chef d'État luthérien à Madagascar. C'est la première fois que... Tu parles du colonel Michael. Ah oui, désolé. Ok, je reformule. Il faut croire que le colonel Michael, c'est le premier président, premier chef d'État luthérien à Madagascar. Ouais. Il y a eu l'église, il y a eu des protestants, il y a eu des catholiques, mais c'est le premier président luthérien à Madagascar. Ouais. Et il vient aussi de la région d'Anjouï, il vient du sud. Entre 2016 et 2000. C'est pas mal symbolique. Il vient entre 2016 et 2022, il a déjà été gouverneur de l'Anjouï pendant le régime de Ratunar-Mapian. Ouais. Et la mesure qu'il vient de prendre là tout de suite, c'est qu'il a fait un Asasfa Pairizan. Je ne sais pas c'est quoi le mot en français pour chasser les mauvais esprits du palais de Yavlo. Et là, je me suis questionné sur la place de la religion, et plutôt de l'Église, dans tout ce qui va suivre. Parce que là, on a un dirigeant qui est ouvertement chrétien, qui l'affiche. Oui. D'après toi, est-ce que ça ne menace pas la laïcité de l'État? Oui. Et quel impact est-ce que ça pourrait avoir sur la suite, sur comment est-ce que le gouvernement va se structurer, comment est-ce que la politique va être conduite? Bon, quelque part, je me dis que c'est un homme de Dieu, c'est un homme de l'Église. Il sera redevable envers le Seigneur Tout-Puissant, fait que peut-être que ça pourrait être bénéfique. Mais d'après toi, est-ce que ça pourrait balancer les choses, ou qu'est-ce que tu penses du fait qu'un homme qui est ouvertement luthérien dirige le pays maintenant? C'est vrai que c'est une première que ce soit un luthérien qui dirige le pays, parce que comme tu l'as dit, c'est souvent des gens issus de la FJKM ou qui ont été catholiques, qui ont été dirigeants. En ce qui concerne la laïcité de l'État à Madagascar, ça n'a jamais été une réalité. Le régime a toujours été, peut-être un peu moins lorsqu'il était question du régime de Ratsi, à coup des anciens régimes, mais à partir de Ravalmanan et de Ratuil aussi, et peut-être aussi un peu et Ratunar-Mapian, lorsqu'il s'agit de parler avec le peuple, les discours font très souvent référence à la religion. Et indéniablement, l'aspect religieux ainsi que les entités religieuses ce sont des leviers politiques aussi paradoxal que ça puisse être. La religion a une influence politique à Madagascar. Parce que dans la réalité, en fait, la religion fait partie de la réalité de la vie quotidienne d'à peu près tous les Malgaches, de la majorité des Malgaches. Et ça, les politiciens l'ont compris, qu'il fallait jouer un peu sur le fait que le Malgache moyen, le Malgache moyen, je le dis comme ça, mais la majorité des Malgaches ont une fervente croyance envers, notamment pour la majorité, ils sont chrétiens.
Et c'est ce qui fait que lorsque tu bases ton discours sur la religion, sur l'unicité à travers la chrétienté, le christianisme notamment, même s'il y a d'autres religions à Madagascar, c'est un discours qui marche en fait lorsque tu vas diriger le pays. Parler au nom de Dieu, faire référence à Dieu, faire référence à la Bible, à l'Église, et avoir les gens de l'Église avec toi. Et c'est ce qui fait que dans la réalité, Madagascar n'a jamais vraiment appliqué la laïcité de l'État, ce qui est, je dirais, ce qui est assez, ça me rend également assez sceptique. Parce que la religion devient un instrument dans ce cas. Ça devient un instrument politique. Et étant donné que la religion, c'est quelque chose d'un peu plus émotionnel, on va dire, je trouve que ça n'a pas forcément sa place lorsqu'il s'agit des questions économiques, des questions politiques, des questions de l'aspect social, même si c'est une réalité à Madagascar. Mais s'il s'agissait simplement de mon opinion personnelle, je trouve que ça me laisse dubitatif aussi. Ça me laisse. On a beaucoup utilisé cet adjectif durant ce podcast, dubitatif. Il y a beaucoup de choses qui peuvent te laisser sceptique à Madagascar, notamment en ce qui concerne cet aspect immensément religieux, la laïcité de l'État. Et ça. Je pense que quelque part, là, ça devrait être deux entités qui doivent être séparées, les entités religieuses et les entités de l'État. C'est des choses qui ne devraient pas forcément se toucher parce qu'elles ne touchent pas les mêmes choses. Mais c'est la réalité à Madagascar. L'État, lui, collabore avec les institutions religieuses et les institutions religieuses ont également un intérêt à collaborer avec les politiciens. Et malgré mon opinion personnelle, les choses marchent comme ça. Et là, tout de suite, en tout cas, c'est comme ça qu'est la réalité là-dedans. Je ne sais pas si tu me rejoins là-dessus sur le fait que, certes, la laïcité, ça devrait être quelque chose qui doit être établi au sein de l'État, mais dans la réalité, c'est deux choses qui sont mêlées. Ah oui, c'est ça en fait. Bon, je me dis ça, mais dans la pratique, la laïcité de l'État à Madagascar, elle est inexistante. Zéro. Parce que, disons les choses, Madagascar, c'est un pays très religieux. On a beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens. Et ça serait stupide de nier l'influence de l'Église, enfin des églises, dans la politique en fait. Oui. Et que sur ce point-là, la seule chose que je puisse espérer, c'est que l'Église puisse jouer son rôle de balise dans tout ce qu'ils ont à faire et qu'elle puisse empêcher un autre ou une autre personne, une autre dictature en fait. Que j'espère que sur ce point-là, l'Église va pouvoir jouer son rôle parce que souvent, tu vois quoi, souvent quand le dirigeant il n'écoute pas le peuple, au moins il écoute les dirigeants spirituels. Les dirigeants spirituels, oui. Et que voilà. Ouais, et en même temps aussi, il y a quand même une bonne chose dans le fait que il y a un mélange entre les pouvoirs politiques et les pouvoirs religieux, c'est que généralement l'Église elle sert de médiatrice dans les situations d'urgence. Fait que c'est dans les situations d'urgence, elle sert de médiatrice entre le peuple et les pouvoirs en place, ce qui est quand même quelque part une bonne chose, surtout quand on prend le contexte de Madagascar. Mais bon, la laïcité est inexistante, comme tu dis, et je trouve ça un peu dommage. Je pense qu'on a fait le tour là. Ouais, ça fait pas mal. Ça fait pas mal de choses qu'on a abordées durant cette longue heure et demie presque. Je pense que ma dernière question c'est qu'est-ce qu'il faut attendre pour toi? Qu'est-ce que tu attends pour la suite du mouvement de Gen Z? J'attends en tout cas que la ferveur, le dynamisme du mouvement soit intact, parce que c'est ce qui a permis de faire bouger les choses au tout début du mouvement. Et j'attends aussi que le mouvement soit un peu plus stratégique et pragmatique dans ses actions, parce que les idéologies c'est bien, mais faut aussi comprendre les enjeux du jeu politique en fait, parce que
que la Gen Z le veuille ou non, ce mouvement a mis un pied dans le jeu politique et maintenant qu'il y est entré, il faut jouer le jeu. Ce qui fait que malgré les revendications idéologiques, pas de leader, juste des revendications et puis tout, faut rester pragmatique dans le sens où faut établir des alliances, faut aller chercher quelque part on va dire un financement, faut comprendre les nerfs de la guerre de la politique et je vais pas dire se conformer à ça, mais les utiliser comme levier pour renforcer l'influence du mouvement. Et j'espère en tout cas que le mouvement continuera à avoir une certaine influence parce qu'il est parti sur de bons pieds. Et en attendant en tout cas le directoire militaire qui est là, j'espère que la Gen Z pourra établir un dialogue avec le mouvement en place pour pouvoir continuer sur cette lancée. Parce qu'on était bien parti et maintenant on attend que le mouvement soit un peu plus concret, soit un peu plus s'adapte maintenant à ce nouveau régime et qu'il puisse négocier et continuer ses revendications par rapport à ça. Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que tu es optimiste ? Est-ce que tu es pessimiste ? Est-ce que tu restes sceptique par rapport à ce qu'il faut attendre de la Gen Z ? Madagascar ? Bon, je reste sceptique sur la suite parce que, comme je te l'ai dit, c'est un mouvement de gauche avec beaucoup d'idéologies, différentes idéologies, beaucoup d'idéologies de gauche qui sont assez différents à certains niveaux, qui essaient de se mettre sous un même drapeau. Bon, des fois, ça fait des frictions et que je suis assez dubitatif sur la suite, en fait, sur est-ce qu'ils vont réussir à tenir ça jusqu'à quand, en fait. Et que sur ça, je suis très dubitatif. Oui. Mais je leur souhaite le meilleur, dans le sens où c'est un mouvement qui a très bien commencé. Tu vois, la spontanéité, c'est né sur les réseaux, on s'est ralliés sur Discord, sur Facebook, on a pu ramener du monde avec nous, etc. On a pu faire beaucoup de choses. On a renversé. Bon, c'est quand même quelque chose, renverser un gouvernement et un chef d'État. En 20 jours, c'est pas tout le monde qui peut se prétendre avoir réussi ça. Là, je suis admiratif du mouvement, mais je reste très sceptique sur la suite à cause des frictions politiques qu'il y a derrière. Parce que, comme je l'ai dit, c'est beaucoup d'idéologies de gauche qui sont derrière et qui ne sont pas forcément sur le même spectre, au même niveau. Et que ça risque de poser friction. Et comme tu l'as dit, il y a peut-être un moyen de corriger ça en se focalisant sur ce qui nous unit, enfin sur les valeurs universelles. Bon, pour le moment, je reste très, 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 très sceptique. Je suis d'accord par rapport à ça. Je suis très sceptique parce qu'ils n'ont pas aussi d'effet de levier et leur seule légitimité, elle est purement politique et peut-être aussi sociale. Oui. Et que voilà, je leur souhaite le meilleur et que peut-être, j'espère que dans un an, on pourra en parler et on pourra dire que le mouvement, il est toujours là et qu'il n'a pas fléchi et qu'il n'a pas perdu de sa splendeur. Voilà. Oui. Seul l'avenir nous le dira, mais en espérant que ça sera, on leur souhaite que le meilleur en tout cas, vu que c'est le mouvement qui a contribué à renverser le pouvoir. Allez, sur ce, on termine ce podcast qui sort un peu de format traditionnel. On était un peu plus axé vers la politique, mais il fallait qu'on en parle. Il fallait qu'on en parle tôt ou tard, mais c'est des choses qui nous concernent. C'est des choses qui nous concernent, alors c'est des choses dont il faut parler. Et c'est toujours intéressant de se parler de ce genre de choses. Alors, merci Cédric d'avoir été mon invité. Merci aussi à toi Cédric. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles podcasts. Allez, bye.